attention, 100% spoiler dès maintenant. J'aime pas me la péter, mais je vous l'avais dit, j'ai fait une vidéo dessus. Je suis content parce que c'est une des meilleures vidéos, une de celles qui a le plus cartonné. Je vous avais dit, Halbrand, c'est Sauron. Et oui, Halbrand, c'est Sauron. Et ça me fait tellement plaisir, pas seulement d'avoir raison, et de l'avoir deviné dès l'épisode 4, mais ça me fait plaisir parce que ce personnage a été tellement bien écrit, tellement bien joué. Et ce final, c'est imperfect. Pour moi, c'est parfait. Cet épisode, il n'a pas de défaut. Il se concentre sur les arcs narratifs les plus passionnants, c'est-à-dire ceux qui nous avaient soulevé des intrigues, du mystère, et il nous donne les réponses. Et oui, on sait désormais qui est l'étranger, on sait désormais que Halbrand, c'est Sauron, et ça y est, les anneaux des elfes ont été forgés. D'ailleurs, je vous ai fait, pour ceux qui sont intéressés, une vidéo sur l'univers littéraire, c'est-à-dire les livres, Silmarillion et Seigneur des Anneaux, sur les anneaux, tous les anneaux de pouvoir, de leur création jusqu'à leur disparition totale, qui les a créés, comment, quel pouvoir, qui en ont hérité. C'est en me basant uniquement sur le Silmarillion et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je vous ai sorti la vidéo hier, c'est une vidéo qui m'a demandé plus de 2 semaines et des nuits d'écriture. Donc elle est disponible depuis hier et je vous remercie déjà pour tous vos commentaires. Mais pour revenir à Rings of Power, pour moi c'est le vrai Seigneur des Anneaux. Et quand je dis le vrai Seigneur des Anneaux, c'est que oui, on est bel et bien dans l'esprit à la fois de Peter Jackson et dans l'esprit du livre, n'en déplaise à qui que ce soit. Et de toute façon, la vie des rageux n'a pas d'importance, ça ne change rien à la qualité de la série. Cette série s'est fait cracher dessus pendant 8 semaines par une tonne, y compris des youtubeurs, y compris sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas été prise au sérieux, elle a été prise en dérision. Les gens se moquaient dès lors qu'on disait Seigneur des Anneaux Amazon comme si c'était une série d'une qualité pitoyable. Mais les gens auraient dû se taire et ils auraient dû regarder les 8 épisodes et après juger de la série. Parce que quand on voit cet épisode qui est vraiment, il y a absolument tout, que ce soit la musique, Bear McCreary est au niveau, il est au niveau de Howard Shore, il a réalisé l'impossible. Pour moi, Howard Shore, c'est celui qui a composé les plus grandes bandes originales de l'histoire du cinéma à travers les 3 bandes originales du Seigneur des Anneaux. On peut même rajouter celle du Hobbit, mais surtout du Seigneur des Anneaux. Et Bear McCreary, le compositeur de la série, a réussi à se mettre au niveau. C'est insensé, c'est fou. La qualité à tous les niveaux. Alors visuel, là, je pense que cet épisode, pour moi, c'était un des plus beaux visuellement. En plus de celui où on a eu la semaine dernière, le Mordor. Mais là, c'était un des plus beaux visuellement, que ce soit parce qu'on a vu les bois verts, on voit les rayons. C'était Numénor, enfin, pour ceux qui disaient Numénor, et j'en fais partie, qui disaient ouais, il n'y a que 3 pauvres navires qui se battent en duel, qui se battent à la courte paille. Ben voilà, ça y est, dans la saison 2, on sait qu'on va en avoir des navires numénoriens, des dizaines. Ça y est, tout est en place pour avoir une très très grande série. Il y a eu de l'émotion et je vais pas vous mentir, j'ai pas honte de le dire. Oui, j'ai eu ma petite larme à l'œil parce que l'arc des pieds velus était le plus émouvant, le plus touchant de cet épisode. Et oui, s'il a fallu avoir des longueurs tout au long des 7 premiers épisodes pour en arriver là, eh ben, je suis quand même content qu'on en arrive là. Et ça me fait oublier les défauts qu'il y a eu sur les autres épisodes parce que c'était tellement chargé en émotions avec l'étranger, donc ça y est, on sait que c'est Gandalf, c'est pas Sauron, et je vais vous expliquer, bien évidemment, vous avez vu l'épisode, donc j'ai pas besoin de vous expliquer, mais je le fais quand même. Mais ça fait tellement plaisir que la série est aussi citée mot pour mot des phrases qui étaient à la fois dans les livres, mais aussi dans les films de Peter Jackson. Les paroles dans la bouche de Galadriel lorsqu'elle est tentée par Halbrand, Sauron, qu'elle est tentée et que elle a envie de l'écouter parce qu'elle a été séduite par Sauron tout au long de la saison. Et quand elle dit vous feriez du moi une reine aussi belle que je sais plus, aussi belle que la lueur de, je sais plus exactement, et c'est la phrase qu'elle cite dans la communauté de l'anneau. Mais voilà. Et quand l'étranger, qui donc est Gandalf, on l'a compris, parce que en fait, les prêtresses essayaient de se servir de lui pour manipuler, en attendant qu'il retrouve la mémoire, pour le manipuler. Elles voulaient en faire. En fait, c'est même pas ça. C'est ce que je me suis dit au début. Mais en fait, elles ont cru que c'était Sauron, mais elles se sont trompées.
Et quand il a pris leurs bâtons et qu'il les a anéantis, voilà, c'était puissant, les effets spéciaux là, c'était... C'est pour ça que j'adore cette série. Et probablement, je vous le dis, probablement elle sera mon numéro 1 de l'année. Devant House of the Dragon. Mais je ne veux pas faire de comparaison parce que House of the Dragon est excellente aussi. Mais mon coup de cœur va au Seigneur des Anneaux. Et donc quand il prend le bâton de la magicienne, c'est celle qui avait une tête bizarre là, il retrouve en partie sa mémoire, il retrouve le langage et les phrases qu'il a. Il faut toujours faire confiance à son flair. Il vaut mieux partir dans cette direction, ça sent moins mauvais. C'est exactement les paroles de Gandalf dans la communauté de l'anneau, dans les mines de la Moria. Et puis cette relation Nori et l'étranger qui est à peu près la même relation vers la fin de l'épisode que Gandalf et Bilbo, puisque tout son peuple lui dit c'est là où est ta place, vers le monde extérieur, vers l'aventure. Elle a vécu plein d'aventures, mais là elle va vivre l'aventure de sa vie et la voir partir aux côtés de l'étranger. Bon, moi je vais l'appeler Gandalf, hein, parce qu'en plus on a confirmation que c'est un Istari et il nous dit bien c'est un sage magicien. Voilà, les Istari, il n'y en a que 5, Gandalf, Saruman, Radagast, les 2 mages bleus, et c'est pas Saruman ni Radagast. Donc voilà, c'est bien Gandalf, et c'est pas un mage bleu non plus. Donc c'est parti, une aventure en mode le Hobbit, une aventure en mode le Seigneur des Anneaux, sauf qu'elle, elle va pas avoir la presse de Frodon et qui va devoir porter l'anneau unique, donc ça va être plutôt une aventure façon Bilbo. Et ça fait tellement plaisir, ce souffle épique à la fin, et je me dis ça va être dur d'attendre plus d'1 an, ça va être dur d'attendre 2023-2024, parce que c'est minimum fin 2023, probablement début 2024, ça va être dur, hein, parce que c'est d'ores et déjà ma série d'Heroic Fantasy préférée, largement. Parce que là, c'est de la vraie heroic fantasy. Zéro politique, zéro violence, zéro sexe, que de la fantasy, de la grandeur, de la noblesse, de l'émotion, même s'il y en a aussi dans l'univers Game of Thrones avec cet épisode 8 de folie qui m'a mis les larmes aux yeux, mais c'est pas le but d'en parler, vous avez ma vidéo et le live. Mais voilà, c'est tout ce que j'adore, moi. Moi, je suis avant toute chose, avant fan de l'univers Game of Thrones, avant toute chose, je suis fan de Tolkien. Et je ne cesse de vous le dire depuis plusieurs semaines, allez voir dans la rubrique, dans la playlist live et rétrospective, j'ai fait un live avec des invités au tout début de l'année, la première semaine de cette année. On a fait un live pour chacun des films Hobbit et Seigneur des Anneaux version longue, et je vous ai fait des vidéos dans la rubrique rétrospective qui reviennent sur toutes les autres adaptations du Seigneur des Anneaux et de Bilbo le Hobbit avant Peter Jackson. Et je vous ai même fait une vidéo sur le biopic de Tolkien. Donc, moi, c'est ce que je préfère. C'est ce qui m'a fait grandir. Avant toute chose, je suis un gamer, avant d'être cinéphile. Enfin, de passionné de cinéma. Je suis un gamer. Et moi, c'est les jeux de rôle d'Heroic Fantasy que j'aime le plus. Et j'ai joué à des dizaines de jeux de rôle depuis que je suis tout gosse, depuis les années 90. Et quand j'ai découvert en 2001 Peter Jackson au cinéma, la trilogie du Seigneur des Anneaux, je me suis dit, mais je comprends pourquoi il y a telle et telle et telle référence dans les jeux. Je comprends. Et là, je me suis plongé dans l'univers littéraire. Silmarillion, le Hobbit. Bon, le Hobbit, je l'avais lu en anglais à l'époque parce que j'étais à l'université en anglais, donc j'avais pris à la bibliothèque de la fac. Donc je me souviens plus exactement, mais je me souviens bien de la description des nains et tout. Et je me disais, oh, mais c'est voilà, c'est le paradis pour moi. Pour moi, c'est le paradis. Et cette série, c'est un kiff. Je me délecte de chaque seconde. Je me dis, ah ça oui, c'est dans l'univers. Ça, ils ont bien fait de le faire différemment pour nous garder la surprise. Mais ça ne trahit pas Halbrand. On disait, c'est le perso inventé, prise de liberté. Pas vraiment. C'est exactement l'arc narratif de Anatar. Allez voir ma vidéo d'hier, je vous dis qui est Anatar. J'en ai parlé. C'est exactement Anatar. Et quand il dit on m'a donné bien des noms, puisque après elle s'aperçoit, Galadriel regarde, elle a un doute. Alors en fait, c'est Celebrimbor. Il est surpris de voir Halbrand sitôt qui retrouve la santé. Bon, sans douter, il a dû se blesser lui-même exprès pour pouvoir s'infiltrer et gagner leur sympathie. Et il commence à s'intéresser à la forge et il est un petit peu insistant et il donne l'idée de forger des objets. Alors au début, c'est pas des anneaux, mais des objets de manière circulaire et tout. Et ensuite, eux, ils disent des anneaux. Mais il lui dit, je vous offre ce cadeau. Puisque Celebrimbor dit, ah mais quelle idée géniale. Et il lui dit, je vous offre ce cadeau.
C'est exactement ça, Anatar, le dispensateur. Il dispense des cadeaux, le cadeau de la connaissance, le cadeau d'avoir l'idée de forger du pouvoir à travers, à travers les anneaux, pour pouvoir, en fait, lui, c'est pour pouvoir avoir la même mise sur tout le monde, et eux, c'est pour leur faire croire qu'ils seront protégés par les pouvoirs et les capacités des anneaux. Et il lui dit, je vous fais ce cadeau. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, écoutez, on va vous rebaptiser Anatar, le dispensateur. Ils l'ont pas fait, mais ils ont bien eu raison de ne pas le faire, parce que de toute façon, ils n'ont pas les droits, c'est dans le Silmarillion, et c'est pas sûr que pour la suite, parce que normalement, ils forgent beaucoup d'autres anneaux, y compris les anneaux des nains et des hommes, et il se pourrait qu'ils reviennent en saison 2 sous une autre apparence. Et pourquoi pas l'apparence d'Anatar? Pourquoi pas l'apparence d'Anatar pour la saison 2? Mais quoi qu'il en soit, ça me paraît assez évident. Il va revenir vers les elfes en saison 2 ou 3, hein, peu importe. Et de le voir à la fin, avec sa cape, avec son charisme, Charlie Vickers, révélation. Révélation pour moi. Révélation parce qu'il avait presque joué nulle part ailleurs avant la série. Et de le voir arriver à la fin sur les montagnes du Mordor et de voir la montagne du destin au loin, et donc on sait, en fait, il va revêtir son armure qu'on avait vue dans le premier épisode, on l'avait vu de dos en armure, et il va aller forger l'anneau unique. Dans la saison 2, il forgera l'anneau unique. Ça correspond bien. Oui, ça correspond. Les 3 anneaux, Nenya, Narya et Vilya, avec le diamant, l'anneau de Mithril en diamant et les 2 autres anneaux en or, et avec le rubis et le saphir, c'est exactement ça. Alors, l'arc narratif des pieds velus. Parce que, je vais revenir pour la fin sur... c'est un petit peu décousu, mais je vais revenir sur la fin, sur les régions, sur Galadriel, etc. L'arc narratif des pieds velus. L'étranger, ces 3 sorcières, qui sont des sorcières au service de Morgoth, ou en tout cas qui essayent de remettre Sauron sur pied. Elles pensent que c'est la venue de Sauron. Elles ont vu le météore passer, elles se sont dit Sauron a été renvoyé en Terre du Milieu. Parce que c'est vrai qu'il est puissant. Et elles essayent de embrouiller son esprit, et en faisant ça, elles lui donnent une autre partie de ses souvenirs. Mais il ne sait pas encore exactement, il n'a pas encore retrouvé tous ses souvenirs. Et elles essayent de le manipuler. Et donc nos 4 compères, Nori, Poppy, la maman de Nori et Sadok Burrows, on va y revenir sur Sadok Burrows, excellent, Sadok Terrier en français, ils vont essayer de le sauver. Et Sadok va se faire tuer. Elles vont lui lancer un poignard, elles vont l'atteindre. Malgré tout, il n'est pas mort sur le coup, donc il va quand même avoir son utilité. À un moment donné, il va planter une des 3 sorcières dans le pied pour détourner l'attention, pour que Poppy et Nori, elles sauvent l'étranger. Et là, l'étranger va s'emparer, parce qu'il sent quand même qu'il y a quelque chose de ténébreux, de maléfique chez ces 3 femmes, et il va s'emparer du bâton de la sorcière principale, et c'est là où il va les soumettre. Et là, on voit leur visage. Mais quelque part, elles ont un petit peu la même apparence que les Nazgûl. Moi, je dis, quand ils vont faire les Nazgûl, s'ils font les Nazgûl dans la série, c'est pas sûr qu'ils fassent les Nazgûl, mais s'ils font les Nazgûl, normalement, ils devraient les faire. S'ils font les Nazgûl, ça va envoyer du lourd, hein, parce que vu les effets spéciaux sur les 3 sorcières quand elles révèlent leurs vraies apparences, c'est-à-dire squelettiques, décharnées, entourées d'un halo de lumière, ça va envoyer du lourd, hein, les effets spéciaux. Oh là là, c'est soigné, mais vraiment, hein, c'est aussi soigné que les films de Peter Jackson. Là, cet épisode n'avait rien à envier au film de Peter Jackson. Pour moi, cet épisode, c'est une extension des films de Peter Jackson. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une préquelle faite par Peter Jackson sur cet épisode. Et c'est Wayne Shea, le réalisateur, celui qui avait fait les épisodes qui ont été mal aimés, c'est-à-dire le 3, 4, 5. Il a été excellent au niveau de la réalisation. Là, c'est grandiose. Tout en décor naturel et tout. Oh là là, c'est forêt en décor naturel. Moi, ça me... Ben oui, bien sûr que c'est Le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est supérieur, et c'est ma série préférée de l'année, bien sûr. Donc, l'arc des pieds velus, Sadok se sacrifie en quelque sorte, et là, il va comprendre tout l'intérêt du fait que Nori voulait défendre cet homme. Il va aussi être reconnaissant à Nori, il va être reconnaissant à l'étranger, avec un regard bienveillant. Il n'y aura plus de reproches. Enfin, il n'y aura plus de reproches à Nori, comme il y a pu avoir dans les premiers épisodes,
Mais honnêtement, vraiment, hein, j'ai trouvé que c'était touchant, l'arc des pieds velus. Vraiment, j'ai trouvé que c'était touchant. On sent que c'est vraiment des hobbits. On sent qu'ils vont avoir une grande influence sur Gandalf. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance chez eux. Et puis voilà, ils retrouvent une partie de ses souvenirs, ils retrouvent la parole. Enfin, il parle. L'acteur Daniel Weyman est d'un charisme, c'est lui qui fait l'étranger, il a un charisme assez hallucinant. Ouais, franchement, Daniel Weyman, excellent choix pour faire Gandalf. Excellent choix. De toute façon, ils n'auraient pas pu prendre Ian McKellen puisque c'était une surprise Gandalf. Si on avait vu Ian McKellen, on aurait dit ah, c'est Gandalf. Bon, voilà. Le but, c'était quand même qu'on nous garde la surprise jusqu'au dernier épisode, mais cet adieu à Nori. En fait, Nori qui dit bah, je reprends ma place parmi les pieds velus, c'est là qu'est ma place. Voilà, j'ai quand même eu une belle aventure, j'ai eu plus que ceux qui m'est réservé dans mon peuple. Et donc je reprends ma place. Et là, c'est Malva, celle qui était un petit peu insupportable au début, l'adjointe de Sadok Burrows, qui a vraiment changé, qui propose à Poppy, elle lui dit tu ferais une bonne chef de clan. Et puis tu as tout le monde qui regarde Nori et qui lui dit voilà, tes parents qui lui ont préparé son sac de voyage et lui qui dit on sait où est ta place. Ta place, elle n'est pas exactement parmi nous, elle est à l'extérieur, tu dois vivre tes aventures. Alors que sa mère lui a pris la tête au tout début, mais non, tu n'es qu'une pied velue. Et là, tout le monde lui fait ses adieux, elle fait ses adieux, ça se prend dans les bras, ça pleure. Son père, il lui dit, je t'ai presque rien appris. Et là, elle lui dit, tu m'as appris tellement de choses et tout. Les paroles qu'elle lui dit. L'acteur qui fait son père aussi, il transmet beaucoup d'émotions. Là, c'est vraiment un arc très émotionnel. Je ne sais pas comment si on dit émotionnel ou émouvant. Émouvant. C'est un arc très émouvant. Puis voilà, Poppy qui a du mal à lui faire ses adieux. C'est un petit peu des adieux façon Sam Gamgee et Frodon. Bon, à mon avis, ils vont se revoir à la fin de la série, mais elle, dans un premier temps, elle va pas vers elle parce qu'elle a trop mal. Poppy, elle la fuit. Et puis après, quand Nori part, Poppy va à sa rencontre, elle court vers elle, elle se prenne dans les bras. T'es ma meilleure amie, je ferai tout pour toi. Franchement, c'était beau. Mais c'est une série qui est dénuée de cynisme. Vous voyez, c'est une série qui est dénuée de cynisme. Et je pense que ceux qui n'aiment pas ça, ou qui ne vont être totalement insensibles, c'est peut-être parce que vous avez une part de cynisme, volontairement ou involontairement. C'est pas forcément votre faute, c'est pas un reproche que je vous fais. Mais je pense que vous avez peut-être, pour certains qui vont trouver ça niais ou totalement, bon, c'est nul. Je pense que vous avez perdu votre âme d'enfant, votre âme de merveilleux, parce que ça joue beaucoup dans l'univers Tolkien. Et il faut retrouver ça en fait. C'est comme ceux qui n'aiment pas du tout les Disney. Alors je peux comprendre pour les Disney live action parce qu'il y a le côté on fait du fric, on fait de la propagande. Mais il faut aussi à un moment donné retrouver son âme d'enfant pour pouvoir apprécier ces univers merveilleux, ces univers fantasy avec des adieux, beaucoup d'émotions, on se prend dans les bras. Des personnages dénués de tout vice, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de vice chez ces personnages-là, en tout cas chez les pieds velus, parce que c'est chez Sauron, oui. Donc j'adore ce genre de série, c'est tout ce que je recherche moi. Donc je suis tellement content d'avoir vu ça, je suis tellement content. Et puis tous les indices qu'on nous a dispensés tout au long de l'épisode pour nous dire que oui, c'est Sauron, c'est un Istari, elle l'appelle Istari. Elles disent, les trois sorcières, c'est un des Istari. Ensuite, lui, il explique à Nori, elle dit que c'est quoi les Istari. Il lui dit ce sont des sages, mais on peut les appeler aussi magiciens. Bon, les Istari, il n'y en a que 5 connus. Connus, peut-être qu'on va nous dire que c'est pas Gandalf, mais au vu des indices dans les paroles de l'étranger, ça fait aucun doute que c'est Gandalf. Et donc là, il doit se rendre à un certain endroit dont les sorcières lui ont parlé, mais il sait que cet endroit l'appelle. Il doit se rendre à un certain endroit pour découvrir qui il est vraiment, et il va faire le voyage avec Nori. Et c'est génial parce qu'on va probablement apprendre qu'il s'appelle Olorin, qui est le nom de Maillard de Gandalf, hein, puisque Gandalf c'est un nom que lui ont donné les habitants de la Terre du Milieu, mais en vrai il s'appelle Olorin, comme Saruman, c'est pas Saruman, c'est Kurumo, et Radagast, c'est Eowendil. Donc ça ce sont leurs noms de Maillard, de divinités, parce que quelque part c'est des divinités, hein, les Istari. Donc on va apprendre tout ça en saison 2.
oui, c'est sûr, normalement ils arrivent au tirage, en l'an 1000 du tirage, mais il faut donner du biscuit, comme on dit, il faut donner matière à la série pour nous enchanter, pour faire un voyage. Et c'est franchement pas gênant du tout que ce soit Gandalf et qu'il arrive au second âge au lieu du tiers âge. C'est pas gênant, parce que justement, ce qui est cohérent, c'est qu'il s'attache aux hobbits et que très tôt, parce que les hobbits, les pieds velus, c'est des hobbits. Hein. Les hobbits, il y a 3 sortes de hobbits. Il y a les hobbits, une autre variété de hobbits, et la 3e variété, c'est les pieds velus, les Harfoot en anglais. Et oui, le fait qu'il soit recueilli par une hobbit qui met toute sa confiance en lui, qui est bienveillante envers lui, qui va voyager avec lui, ça colle tellement au fait que ce soit Gandalf. On va comprendre, grâce à cette série, comment Gandalf en est venu à s'attacher autant au semi-homme. Et ça, c'est beau. Parce que quand on va regarder maintenant à nouveau la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que là, je vais me la regarder, dans mon avis, je vais me la regarder pour pallier l'absence d'épisodes la semaine prochaine. Je pense que je vais me refaire la trilogie, alors que je l'ai fait au début de l'année. Je pense même que je vais me faire les 3 Hobbits et les 3 Seigneurs des Anneaux de nouveau. Mais quand je vais regarder ça, je vais me dire, ah ben oui, je comprends maintenant Gandalf, comment il a eu autant d'attachement, je comprends maintenant les anneaux de pouvoir, Galadriel, puisque Galadriel, pour revenir à l'arc narratif, et je finirai avec celui de Numénor, pour revenir à l'arc narratif de Galadriel, dans cet épisode, elle a été tellement touchante, elle a été agréable, elle était souriante, elle avait des larmes aux yeux. C'est vrai qu'elle a la larme facile, mais elle joue bien. Morphée Clark, de toute façon, moi je suis magnifique, Morphée Clark. Elle a un visage, mais tellement, elle est tellement belle, mais pas belle, sexy, mais vulgaire. Elle est belle, mais elle a de la classe. Elle a du charisme et elle a de la classe. Elle fait pas bitch, entre guillemets. Vous voyez? Elle est vraiment très bien développée dans cette saison. Elle est très bien développée, et là, elle s'aperçoit. Donc, Celebrimbor, à un moment donné, après avoir discuté avec Halbrand, il vient et il dit il faudrait qu'on fasse des objets, mais pour pouvoir les forger, il nous faudrait aller aux frontières du monde visible et invisible en les forgeant. Il faut que le pouvoir de ces anneaux soit aux frontières du monde visible et invisible. Et il a cette expression que avait Hadar. Et juste avant ça, il dit « Je n'ai pas encore trouvé la clé qui me permettra de faire sauter le barrage de la forge ». Autrement dit, le barrage dans une obstruction dans le fait de... Parce qu'ils n'arrivent pas à forger au début. Il dit « J'ai pas encore trouvé la clé », c'est-à-dire l'idée pour faire céder le barrage qui permettra la forge de ces objets. Le barrage, c'est-à-dire d'être pas un barrage physique, un barrage mental, un barrage artisanal de la clé pour pouvoir forger comme il faut. Et là, cette expression, ça va lui faire penser au barrage et à la clé, l'épée des terres du Sud que Waldreg a enfoncé qui servait de clé. Ça va lui faire penser à ça. Et le barrage, ça va lui faire penser au barrage qui a libéré les eaux, qui ont enflammé, qui ont fait péter le volcan, le Rodruin, la montagne du destin. Ça, plus juste après dans la même phrase, il lui parle du monde visible et invisible dont avait parlé Hadar. Et là, elle se dit, mais tout ça lui est suggéré par Halbrand. Mais elle va vérifier, grâce à un adjoint, elle va vérifier la lignée des terres du Sud. Et là, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de roi des terres du Sud. Mais je vous l'avais dit, tout ça. Tout ça, je vous l'avais dit. Hein. Voilà, c'est pour ça que je me permets un petit peu de dire que, voilà, j'avais raison. Et elle va confronter Halbrand. Et là, on va revoir certaines scènes. Il va s'introduire dans son esprit pour la manipuler. Il va se faire passer pour son frère dans ses souvenirs d'enfance de Galadriel. Il va lui dire, mais non, il faut que une fois de plus, il faut que tu plonges dans les ténèbres pour pouvoir trouver la solution. C'est-à-dire ce que lui avait dit son frère. Il faut que tu regardes au-delà, il faut que tu regardes vers la lumière, et il faut que tu ailles vers les ténèbres. Mais cette phrase, elle l'avait dit à Halbrand, et Halbrand se sert de cette phrase pour, dans son esprit, la manipuler en lui faisant croire que c'est ce que son frère voulait. Et ensuite, on la revoit sur le radeau avec lui. Et je vous avais dit, il est mystérieux, il n'a rien dit, il l'a laissé parler. Elle a parlé à sa place, elle s'est emballée toute seule en fait. Elle a juste voulu entendre ce qu'elle voulait entendre. Et là,
sur le radeau, on le voit qui lui dit « Mais non, mais je vous avais dit que j'avais pris ce badge, cet insigne des terres du Sud sur un mort. » Et elle lui dit « Quel est votre nom ?» Elle lui dit « On m'a donné bien des noms. » Et là, on voit son visage qui commence à changer, qui commence à s'obscurcir dans ses yeux. Il est flippant, il est flippant. Franchement, le perso est flippant. Charlie Vickers, il est flippant et en même temps séduisant. C'est ça, c'est le mix entre les deux, le compromis parfait entre la séduction et les ténèbres. C'est Sauron. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux pour faire. Franchement, l'acteur, il s'est dépassé. La Charlie Vickers, il s'est dépassé. Mais c'est là que elle va refuser. Elle va refuser ça et elle va être tentée. Parce qu'elle avait des sentiments. On l'avait vu dans l'épisode 6. Elle avait développé des sentiments. Et elle va s'en vouloir. Et cette saison aura permis à Galadriel de devenir plus sage. Parce que en fait, elle se dit, c'est moi qui ai amené Halbrand, et c'est ce que d'ailleurs lui dit Halbrand, c'est moi qui ai amené Halbrand en Terre du Milieu, et c'est moi qui ai ramené Sauron. Et là, elle flippe, elle est vulnérable, elle dit, mais qui êtes-vous? Elle commence à bégayer. Parce que elle se doute que c'est Sauron, mais elle a peur qu'il lui dise, je suis Sauron, elle le sait. Et il lui dit, moi, je ne voulais pas revenir en Terre du Milieu, j'étais bien à Numénor. Et ça correspond à ce que je vous disais. Le mec, à un moment donné dans le Silmarillion, il change sincèrement. Il est jugé par les Valar et il fait acte de repentance. Et ensuite, il reprend peur et il est tenté à nouveau et il repart. Et c'est là où il va vers les terres du milieu et où il cède définitivement aux ténèbres. Ce déclencheur, ça a été Galadriel qui a insisté. Alors, c'est pas dans le livre, mais c'est tellement une bonne idée. C'est tellement une bonne idée. Vous savez, on peut rajouter des bonnes idées, hein, parce que Tolkien, il est mort, il n'avait pas tout écrit. Et même quand on est un génie comme Tolkien, parfois, on peut avoir besoin, on peut être enrichi de l'idée de certains. Ben, les scénaristes, ils ont eu une tellement bonne idée, là, de faire en sorte que ce soit Galadriel qui amène Sauron à replonger dans les ténèbres. Moi, je trouve que c'est une écriture géniale. Voilà. Et donc, à la fin, elle le chasse, elle lui dit, voilà, il s'en va. Et donc, il part vers le Mordor, comme je vous disais, où il arrive à la fin. Tu sens que quand il va revêtir l'armure de Sauron, oh là là, ça va être un charisme de fou. En plus, ça a l'air d'être la même armure que dans les films de Peter Jackson, celle inspirée par les romans et les illustrations dans les romans de Tolkien. Donc, c'est brillant. C'est brillant, l'écriture, bien qu'ayant eu des défauts sur les premiers épisodes un petit peu longues, mais en fait, il fallait tout simplement attendre de voir la fin pour comprendre que toute cette écriture a été nécessaire, tous ces développements de personnages. Alors certains diront, oui, mais tout ça, on le savait. Ben, à ce moment-là, pourquoi tu regardes la série si tu le sais, tout ça? Y en a certains qui vont dire, ça n'apporte rien de neuf, c'est dans le Silmarillion, on sait déjà tout. Ben, pourquoi tu regardes la série alors? Autant relire le livre. Quand on veut le voir en images, cette série est magnifique. Et puis, on a l'arc de Numénor avec la mort du père de Myriel. Le père de Myriel qui retrouve ses esprits et qui est aidé par Éariel, la fille de Elendil. Éariel qui commençait à filer un peu du mauvais coton quand même, parce qu'elle était un petit peu trop influencée par le fils de Pharazôn et Pharazôn lui-même. Et Pharazôn, donc, sachant la mort du roi proche, dit, voilà, on va prendre des dessinateurs pour faire une illustration parfaite de ce roi, pour pouvoir lui graver un tombeau avec magnifique sculpture. Et donc, c'est Éariel qui est, entre autres, parmi d'autres, choisi pour dessiner, parce que c'est une bonne dessinatrice. Et là, le roi se réveille, et il lui dit, écoute-moi, Myriel. Et il dit, futur Myriel. Et il dit, mais je suis pas Myriel, je suis Éariel. Il lui dit, je sais, mais tu le seras. Cohérence avec le roman. Parce que là, les gens, ils étaient là, oui, Myriel, elle est noire et tout. Alors déjà, Cynthia Day Robinson a fait un travail formidable sur le perso. Mais Myriel, c'est la femme de Pharazôn. Elle n'est pas noire. C'est la femme de Pharazôn. Et Ariel va peut-être devenir la femme de Pharazôn, très probablement la femme de Pharazôn dans la saison 2. Et à ce moment-là, elle deviendrait la Myriel qu'il y a bel et bien dans les romans. Cohérence. Alors oui, ils ont inventé Myriel, ils ont inventé Éariel, qui n'est pas dans le Silmarillion. Je ne crois pas qu'elle soit dans le Silmarillion. Ils l'ont inventé. Mais si ça devient Madame Pharazôn, la reine Myriel, peut-être qu'elle va se faire appeler Myriel, bah c'est cohérent.
Parce que Pharazôn, quand il va devenir roi, et nul doute qu'il va devenir roi sur les prochaines saisons, normalement, il est censé avoir une femme qui s'appelle Myriel. Bon, alors après, c'est censé être sa cousine et tout, mais bon. Probablement que Myriel, jouée par Cynthia Day Robinson, elle va pas finir en vie. Donc là, il lui dit, il nous reste très peu de temps, venez avec moi, et il l'amène au Palantir. Et donc, quand Elendil, qui a retrouvé la foi et la confiance en les elfes grâce à Myriel, la vraie Myriel, la reine, ils ont une discussion à cœur ouvert qui était là aussi très touchante, pleine de respect. C'était vraiment dans le bateau, là, quand ils discutent ensemble. Lloyd Owen et Cynthia Day Robinson, donc l'acteur et l'actrice des personnages, ils font pareil, un charisme et un boulot de fou. Quand ils reviennent, ils voient des tas de navires. Parce que Ariel a vu dans le Palantir que lui a montré le roi, et elle a vu la chute finale de Numénor. Et donc, elle se dit, il faut absolument augmenter nos capacités en termes de navires pour soutenir les elfes, pour que quand ils vont revenir, ils puissent repartir combattre Sauron en Mordor. Et c'est ce qui va arriver dans les prochaines saisons. Ils vont repartir combattre Sauron et ils vont soumettre Sauron. Sauf que ce faisant, Sauron va influencer Pharazôn et c'est comme ça qu'il y aura la chute de Numénor. Mais tout va être mieux dans la saison 2. Les enjeux vont être tellement élevés. Ça y est, les anneaux de pouvoir, les anneaux des elfes, et c'est comme ça qu'on conclut la série, la saison 1, les anneaux des elfes sont forgés. Numénor prend de l'essor en termes d'armée. Nori et Gandalf partent en voyage. Saison 2, on va avoir Sauron qui va forger l'anneau unique. J'ai tellement hâte, putain. Sauron qui va forger l'anneau unique. L'étranger, donc Gandalf, qui va découvrir sa véritable identité aux côtés de Nori, et peut-être qu'on verra les autres pieds velus commencer à s'installer ou aller vers la comté. On va voir la forge des autres anneaux, peut-être avec un retour de Sauron sous une autre apparence, pourquoi pas une apparence elfique, pourquoi pas l'apparence d'Anatar, parce qu'on sait dans les romans que Galadriel, Gil-galad et Círdan, qui va arriver en saison 2, ça a été confirmé, il y aura l'elfe Círdan, les showrunners l'ont confirmé, on sait qu'ils se méfient beaucoup d'Anatar, donc peut-être qu'on va voir Sauron, mais ils ne sauront pas que c'est Sauron parce qu'ils ne verront pas que c'est Halbrand, et peut-être qu'il va prendre une autre apparence et il va revenir en Erégion pour les aider à forger les anneaux des humains et des nains. En tout cas, dans la saison suivante, il va y avoir la forge des autres anneaux. Et là, moi j'ai envie de vous dire, la saison 2, ça va augmenter les enjeux à un niveau. Cette saison 1 était une introduction. Maintenant, toutes les bases sont posées. En plus, on va retrouver les nains, donc Durin et sa femme, le Balrog. On va retrouver très probablement en vie Isildur, peut-être le retour de Celeborn. Donc là, tous les enjeux sont posés pour qu'on ait une saison 2 épique, et quand je vois ce dernier épisode, je me dis que oui, ça va être épique. Je fais une totale confiance aux showrunners, sachant qu'ils ont aussi écouté les reproches faits par, non pas les rageux, mais les gens qui avaient des reproches nuancés, valables, argumentés, parce que dire c'est nul, ça, ce n'est pas un argument. Donc moi, je fais confiance aux showrunners, et je pense que la saison 2 et les autres saisons, ça va être de la folie. Et puis on termine sur cette magnifique musique avec les paroles qui nous disent, voilà, 3 anneaux forgés pour les elfes, 7 anneaux forgés pour les nains, 9 anneaux forgés pour les hommes, l'anneau unique, et les paroles, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, les rassembler, dans les ténèbres les lier, sur les terres du Mordor, où s'étendent les ombres et les ténèbres. Voilà, ça nous annonce la saison 2, 3, 4, 5. Que voulez-vous de plus ? Moi, je dis, cette série est une réussite. C'est mon coup de cœur de l'année. En matière d'Heroic Fantasy, c'est mon coup de cœur, probablement mon plus gros coup de cœur. Parce que là, j'ai de la vraie Heroic Fantasy. Donc, tant pis pour ceux qui n'ont pas aimé. Moi, je continuerai de défendre la série. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur l'histoire officielle. Donc, cette fois-ci, pas l'histoire de la série, mais l'histoire officielle des anneaux de pouvoir dans l'univers Tolkien à travers le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux, que j'ai sorti hier, comme je vous avais dit en début de vidéo. Hâte d'être à dimanche soir pour décortiquer tout ça en détail avec vous. Je ferai une partie libre antenne pour les abonnés et ceux qui sont là depuis plusieurs semaines dans le chat pour que vous puissiez venir. Alors, vous ne pourrez pas venir pendant 1 heure, mais vous pourrez venir 5-10 minutes
en visuel ou en audio, donner votre avis et pas seulement dans le chat. Voilà, il y aura une partie libre antenne dimanche soir. Mais hâte d'être à dimanche soir avec mes invités et avec vous pour pouvoir décortiquer tout ça. Et je pense que cet épisode va convaincre bon nombre de personnes qui doutaient un petit peu de la série. Après, des rageux, il y en aura toujours. Leur avis n'a aucune importance. De toute façon, à partir du moment où on n'est pas nuancé, l'avis n'a pas vraiment d'importance. Donc, merci aux showrunners, merci à Amazon quand même, parce qu'ils n'ont pas cédé au wokisme, au progressisme made in Netflix, à mettre du sexe et des revendications idéologiques partout, contrairement à ce qu'on a pu lire. Non, il n'y a pas de wokisme dans cette série. Je suis plus que satisfait de cette série, je suis conquis. Et je terminerai par ça, j'ai hâte d'être à ce soir, parce que là je vais avoir une grosse journée, j'ai hâte d'être à ce soir pour me remater l'épisode une deuxième fois, une troisième fois, et probablement que je regarderai de nouveau la série en entier dans les prochaines semaines. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et sachez que si je ne réponds pas tout de suite aux commentaires, je les lis tous et j'essaye d'y répondre, mais j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Mais vous inquiétez pas, je lis vos commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure. Portez-vous bien, bon vendredi, bon courage pour ceux qui vont au travail. Moi, je vais essayer de trouver du carburant aujourd'hui, donc c'est aussi une aventure. C'est pas le même délire que Seigneur des Anneaux, mais c'est une aventure. Portez-vous bien, ciao tout le monde.